Bonjour à tous, je me présente Hamoud Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons entamé la deuxième partie du chapitre des cordes vibrantes dans le cadre du module physique 4 qui s'intitulait la représentation de l'impédance sur le plan physique et on a défini l'impédance caractéristique. Je vous renvoie vers la vidéo. Et dans cette partie, nous allons entamer le principe de la réflexion et de la transmission. Donc, pour comprendre un petit peu le principe, ce qu'on va faire, on va illustrer un système. Donc, je dois noter que ce système a été déjà sujet d'un concours année 2017. Donc, il faut bien prendre en considération les exemples qu'on est en train de donner. Donc, prenons par exemple deux cordes semi-infinies. Donc, elle est délimitée d'un côté et d'un autre côté, elle est infinie. Donc, on prend deux cordes semi-infinies ayant deux caractéristiques différentes, donc les caractéristiques plutôt différentes, que ce soit la vitesse de propagation, l'impédance caractéristique qu'on a notée dans la partie 2 et la masse linéique. Donc, on a deux cordes semi-infinies reliées au point x est égal à 0. On va essayer d'expliquer un petit peu le concept de réflexion et de transmission. Donc, quand on va envoyer une onde progressive avec une certaine amplitude UI, de moins l'infini au point x est égal à 0, en notant qu'une onde progressive, c'est une onde qui se propage dans le sens des x croissants. Cette onde, en arrivant au point x est égal à 0, elle va arriver à un certain obstacle. Cet obstacle, il est dû à une certaine variation de masse linéique. Donc, quand on va avoir la variation de masse linéique, cet obstacle va créer une certaine réflexion. Donc, une partie de l'onde incidente dans la corde numéro 1, une partie de cette onde va se réfléchir, donc va revenir dans le sens contraire. Donc, ça va nous donner une onde régressive dans la corde numéro 1. Donc, on peut dire que dans la corde numéro 1, on aura une onde progressive UI et une onde régressive UR. Et aussi, vu qu'on a dit déjà qu'on a une certaine différence de masse linéique, donc une partie de l'onde incidente dans la corde 1 va se réfléchir et l'autre partie, elle va être transmise autant qu'onde progressive dans la corde numéro 2 et on la notera UT. Je dois noter tout simplement qu'on n'a pas une onde régressive dans la deuxième corde car tout simplement nous n'avons pas un second obstacle. Donc si on aurait eu un obstacle, on va faire ça dans de prochains exercices plus tôt. Si on aurait eu un obstacle ici, on aurait eu une onde plutôt réfléchie dans la corde numéro 2. Donc, anticipons les choses. Donc, on voit que la solution de la fonction d'onde, elle est divisée en deux. On a celle de la corde 1 et celle de la corde 2. Donc, tout simplement, on voit que dans le cas de la corde 1, on a la partie incidente et la partie réfléchie. Donc, la somme de la fonction d'onde incidente et la fonction d'onde réfléchie. Et il faut faire attention, il y a une certaine différence entre fonction d'onde et amplitude de la fonction d'onde. On va noter ça après quand on va définir les coefficients de réflexion et de transmission. Donc, on voit bien que c'est la somme des deux et on note une chose importante que ici j'ai noté K1 car le K qui est le module du vecteur d'onde c'est égal à oméga sur V. Mais vu qu'on a deux vitesses de propagation différentes, donc on aura K1 qui est égal à oméga sur V1 et K2 c'est oméga sur V2. Très bien. Maintenant, quel est l'objectif ou bien quel est le but de cette application ou de cet exercice? Le but en fait c'est de calculer un certain coefficient de réflexion et de transmission. C'est quoi le coefficient de réflexion et c'est quoi le coefficient de transmission? Tout simplement, on va dire que l'onde incidente, elle va avoir un quota d'énergie qu'elle va transférer à travers elle. Une partie de ce quota va être réfléchie et une partie, elle va être transmise. Donc, en fait, le coefficient de réflexion va donner le rapport de ce qui a été réfléchi par rapport à ce qui a été incident dans la corde numéro 1. Et le coefficient de transmission, il va donner le rapport entre ce qui a été transmis par rapport à ce qui a été
incident dans l'accord de 1. Donc, c'est des rapports, d'accord? Et il faut noter aussi que le nombre R et T, c'est des nombres complexes. Donc, ils sont composés d'une partie réelle et d'une partie imaginaire, selon le cas, comme on va voir dans les prochaines parties. Je dois noter une chose très importante. La chose, c'est que des fois, il y a des étudiants qui apprennent par cœur. Ils font du parceurisme. Ce qui veut dire qu'ils vont directement définir le coefficient R et le coefficient T comme étant le rapport comme étant le rapport de UR sur UI. Donc, des amplitudes des fonctions d'onde, ce qui est une réelle erreur. Pourquoi? Car, en règle générale, on définit comme étant le rapport de la fonction d'onde réfléchie sur la fonction d'onde incidente à un point x est égal à xi, comme pour le cas du coefficient de réflexion. Même chose pour le coefficient de transmission, c'est le rapport des fonctions d'onde à un point précis. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, comme dans notre cas, on voit ici que si on pose que la réflexion et la transmission se fait au point x est égal à 0, si on prend les fonctions, donc le rapport de UR sur UI, donc des deux fonctions d'onde, et on remplace par x égale à 0, on va simplifier les exponentielles j oméga t et on remarque qu'on aura UR sur UI. Et la même chose pour t, si on remplace par x est égal à 0, on remplace par x est égal à 0, on aura tout simplement le rapport des amplitudes des fonctions d'onde. Mais c'est dans le cas où x est égal à 0. Mais attention, si on applique le même principe dans un... Supposons que ici, je vais changer un petit peu l'exercice et je pose que x est égal à L. Donc, tout simplement, on voit que les étudiants qui optent plutôt pour le parceurisme vont faire une erreur cruciale. On remarque ici que si on applique la même chose au point x est égal à L et on va calculer le coefficient de réflexion et on va essayer de remplacer. On aura quoi? On aura UR exponentielle j oméga t plus K1L divisé par UI exponentielle j oméga t moins K1L. Donc, on aura en simplifiant expo j oméga t, on aura le rapport de UR sur UI fois exponentielle JK1L divisé par exponentielle moins JK1L. Et du coup, si on fait monter le exponentielle moins JK1L, on aura tout simplement R est égal UR sur UI exponentielle de JK1L. Et on remarque l'erreur que les étudiants ont l'habitude de faire dans les exercices. Donc, évitez le parceurisme et évitez d'apprendre les formules. Donc, la question qui se pose maintenant, après avoir connu la définition de base, et ceci est applicable partout, dans tous les exercices pratiquement, maintenant le principe dans ce chapitre, c'est soit, dans la première partie du chapitre, soit de calculer des coefficients de réflexion et de transmission, soit de calculer une impédance en tout point, ou bien soit de calculer l'impédance ZT terminale qu'on va voir dans la prochaine partie. Maintenant, pour calculer ces coefficients de réflexion et de transmission, on n'a pas l'information sur UR, UI et UT. On n'a pas leur valeur ou bien leur expression en fonction des données du problème, qui sont les suivants. Maintenant, du coup, il faut trouver deux équations pour deux inconnus, qui sont R et T. Du coup, on va essayer d'appliquer deux choses importantes. Donc, on a donné, au début, on a donné que les questions qui seront proposées dans les exercices, donc calcul des impédances en tout point, calcul de l'impédance ZT et aussi calcul des coefficients de réflexion et de transmission. Maintenant, on va donner les astuces, ce qui veut dire quels sont les procédés qu'on va utiliser pour résoudre ces exercices. Donc, la première astuce que je vais donner, déjà, je l'ai donné dans la vidéo précédente, c'est l'utilisation de l'impédance. Mais maintenant, on va utiliser la deuxième astuce qui est la continuité des vitesses et des déplacements. Ça veut dire quoi? En fait, on va dire que ce point ponctuel, sachant que le point ponctuel, il n'a pas de masse et aussi, il n'aura pas de poids. Donc, on verra ça dans la prochaine partie qui est la relation fondamentale de la dynamique. On voit que ce point ponctuel, il appartient en même temps à l'accord de 1 et l'accord de 2. Donc, on peut dire que le déplacement ou bien la vitesse de ce point est la même, que ce soit pour l'accord de 1 ou bien pour l'accord de 2. Donc, on peut noter que U1 point, si on raisonne en termes de vitesse, que U1 point au point 0
est égal à U de point au point 0. Et aussi le déplacement, ou bien l'amplitude, ou bien la fonction d'onde de l'accord de 1 au point 0, c'est la même que la fonction d'onde au point 0 de l'accord de 2. Mais maintenant, la question que vous allez vous poser possible, vous allez me dire, mais oh, on a deux conditions différentes. Mais faites attention, on a bien dit au début du cours que la tension et la pulsation est la même. Du coup, si vous remarquez ici dans cette petite partie, que U point xt est égal à J oméga UXT. Donc, si vous remarquez ici, si vous dérivez U point, on remarque qu'on aura toute cette fonction qui est U, pour calculer U point plutôt, toute cette fonction U qui va être multipliée par J oméga. Du coup, si on a le même J oméga, donc J oméga U1 est égal à J oméga U2, donc les J oméga vont se simplifier. Donc, l'application de la continuité des vitesses, elle est équivalente à l'application de la continuité des déplacements. Donc, tout simplement en remplaçant avec nos fonctions d'onde, on aura UR plus UI égale UT. Et faites attention ici les jeunes, c'est que si on n'a pas prédéfini la notation du coefficient de réflexion et de transmission comme étant UR sur UI et UT sur UI, on n'a pas le droit de diviser par UI et remplacer le R par ça et le T par ça. Donc faites attention au début de chaque problème, on doit prédéfinir ou bien on doit définir le terme de R et de T. Donc ici on a la première équation. Très bien. Donc la deuxième équation va se baser sur le théorème ou bien sur le principe de la relation fondamentale de la dynamique. Du coup, ça veut dire quoi? On va essayer d'appliquer la RFD au point X est égal à 0. Donc somme des forces est égale M fois A. Quelles sont les forces qui sont appliquées? D'accord, très bien. Donc on sait que sur le point X est égal à 0, on a l'effet de la corde. On a l'effet des deux cordes. Donc rappelez-vous bien, donc, quel que soit X, on aura toujours l'effet des cordes. Si vous vous rappelez dans la partie 2, on a l'effet ici, si on prend le point comme étant un élément, on a la corde, la corde 1, elle se trouve à gauche de l'élément qui se trouve à droite. Donc on peut dire que c'est l'effet de la corde, on a un effet gauche sur droite. Là, je reviens à ma précédente vidéo quand j'ai expliqué la convention qu'on va suivre. Et aussi, on a la corde 2, elle se trouve à droite d'un élément qui se trouve à gauche, qui est le point X est égal à 0. Donc, on a une force droite sur gauche de la corde 2, donc, que j'ai explicité ici. Et aussi, on a le poids de l'élément du point qu'on va après annuler. Pourquoi? Parce que là, je l'ai noté tout simplement, mais on va l'annuler parce que c'est un point ponctuel. Et aussi est égal M fois A. Et aussi, on va annuler cette partie parce que la masse d'un point ponctuel, elle est nulle. Donc, en faisant la projection ici, on remarque qu'en revenant à notre convention, si on a une force gauche sur droite par rapport à la corde 1, on va mettre moins T du1 sur dx, on doit mentionner que c'est au point X est égal à 0. Faites attention, ici on doit faire la mention. Et par rapport à la fonction d'onde U1, tout simplement parce que c'est l'effet de la corde 1. Et vu qu'ici on a une force droite sur gauche, on a vu que la projection elle est positive, donc on aura T du2 sur dx au point X est égal à 0. Et vu qu'on a un point ponctuel, je rappelle que le point est nul et ici on aura 0, malgré que l'accélération est non nulle. Du coup ici, on n'aura que des calculs à faire. On va dériver U1 par rapport à X et on remplace par 0. Donc on aura un JK1 qui va tomber ici. Donc on aura JK1 par la même fonction. Et on va dériver U2 par rapport à X et on remplace X par 0. Je peux vous laisser faire ce petit travail tout seul. Puis on aura le résultat suivant. Donc la tension sur la vitesse V1 fois UI moins UR est égale à la tension sur la vitesse V2 fois UT. Et de la même manière, je rappelle deux choses. En revenant à notre définition, on peut diviser par UI pour avoir 1 moins R et ici on aura T. Et aussi la définition de l'impédance caractéristique qui dit que T sur V est égal à ZC. Donc on aura ZC1 fois 1 moins R est égal à ZC2 fois T. Du coup, on a deux équations, deux inconnues. Je vous laisse ces deux équations pour les résoudre. Donc, c'est très simple. Au final, on aura les deux résultats suivants. Donc, on a pu déterminer le coefficient de réflexion et de transmission en fonction des données de notre problème qui sont l'impédance caractéristique
1 de la corde 1 et l'impédance caractéristique de la corde 2. S'il vous plaît les jeunes, petit conseil à la fin, évitez d'apprendre ces résultats et songez à démontrer et utiliser les astuces que je vous ai données dans cette vidéo. Et donc en fin de cette vidéo, si vous avez des remarques ou des commentaires ou des questions, vous pouvez les noter dans l'espace commentaire de cette vidéo et je vous remercie et à la prochaine fois. Peace.